Chapitre 4. L'ancêtre de tous les Malfoy. Partie 1. Après le déjeuner, Daisy enfourcha la moto rose de sa mère et partit en pétaradant dans l'allée pavée de la colline d'Émeraude. Alors qu'elle s'apprêtait à décoller, elle constata, dépitée, la présence d'Hector et Erascus Crabbe en travers de son chemin. « Hé, Daisy! Alors, Miss Goyle, on se promène ?» Daisy serra les dents, enfonça rageusement l'accélérateur et la moto décolla, survolant les deux énormes jumeaux crabes qui poussèrent des exclamations déçues. « Reviens !» beugla Hector Crabbe en essayant de lui attraper le pied. Daisy l'esquiva et la moto rose bonbon de la famille Goyle monta dans les airs à une vitesse impressionnante. Lorsqu'elle passa au-dessus de l'imposante grille en fer forgé qui marquait l'entrée de la colline d'Émeraude, Daisy enfonça le bouton d'invisibilité et la moto parut se volatiliser. « Quel mufle, ces deux-là !» soupira-t-elle en secouant la tête. Puis elle jeta un œil sur la boussole incrustée dans le guidon et mit le cap sur le Wiltshire. Sur le trajet qui la menait au manoir des Malfoy, Daisy observa le paysage avec affliction. On n'y voyait pas grand-chose, car une brume glacée flottait au-dessus du sol. Partout, insidieusement, les forces obscures gagnaient en puissance, et les animaux comme les plantes en étaient affectés. Alors que l'automne commençait tout juste, la plupart des arbres avaient déjà abandonné leur feuillage, et leurs branches se recroquevillaient sur elles-mêmes, comme apeurées. De même, sur son trajet, Daisy manqua d'être percutée par un essaim d'oiseaux migrateurs qui fuyaient vers des terres plus apaisées. Daisy ne retrouva son sourire qu'en apercevant les innombrables tourelles du manoir des Malfoy se découper dans la brume. Celui-ci, entouré d'un solide sortilège de repousse-nuages, ne souffrait absolument pas des lambeaux de brume qui s'enroulaient autour des habitations environnantes. Elle atterrit sur le perron de marbre noir, essuya ses joues humides, poussa les deux battants de l'imposante porte d'entrée et entra dans le manoir d'un pas décidé. « Qui va là ?» couina un vieil elfe à la peau verdâtre qui descendait le splendide double escalier du hall d'entrée. « Oh, bonjour, Prunas, c'est bien ça? Je viens rendre visite à Narcissa. » Le vieil elfe la regarda avec méfiance. Sa peau était parcourue de stries vertes comme l'écorce d'un vieil arbre. Il avait un nez qui ressemblait à un gros bec plat qui lui donnait une voix nasonnante et de petits yeux noirs et perçants. « La maîtresse ne reçoit jamais de visite, » marmonna-t-il. « C'est louche. » Avant que Daisy n'ait eu le temps d'insister, une voix plus fluette retentit depuis l'étage. « Mais si, justement, la maîtresse attendait quelqu'un. Elle m'en a parlé ce matin pendant que je la coiffais. C'est peut-être vous ?» Une petite elfe à la peau rose et rebondie apparut en haut des marches souriante. « Ce doit être moi, en effet, » sourit Daisy. « Elle sera ravie de vous voir. Elle vous attendait avec impatience. Elle est dans le grand salon. »« Idélis, » protesta Prunas. « Nous devons demander l'autorisation du maître avant de faire entrer quelqu'un. »« Venez, madame, je vous emmène. » L'Idélis dévala les escaliers en bousculant Prunas, débarrassa Daisy de sa lourde cape orange et la prit par la main pour la mener au salon. « Maîtresse, votre amie est là » couina-t-elle. Narcissa, qui était assise auprès du feu sur un grand canapé de cuir, se leva d'un bond. « Daisy !» s'exclama-t-elle. « Si, » lui répondit Daisy en venant à sa rencontre. Les deux amies s'étaient vues pour la dernière fois lors du mariage d'Edgar et Carla, 2 mois auparavant. Lorsque Daisy l'étreignit avec enthousiasme, elle trouva que Narcissa était encore plus pâle qu'auparavant. « Lucius n'est pas là ?» demanda Daisy. « Non, il a été invité à l'inauguration du nouveau département des catastrophes magiques. Notre fortune a amplement contribué à le rénover. »« Oh, je vois. Dis donc qu'il est plus occupé que le ministre. » Narcissa haussa les épaules avec un sourire forcé qui ne trompait personne.
J'y étais invitée aussi, mais j'ai préféré me reposer, dit-elle en guise d'explication, comme pour sous-entendre que sa vie était tout aussi trépidante que celle de son mari. Je te comprends, dit Daisy pour détendre l'atmosphère. Ces fêtes doivent être d'un ennui. Alors, on va revoir nos deux dragons. J'espère qu'ils sont en forme. Tu as ton sifflet? Narcissa accepta avec un enthousiasme un peu plus franc et acquiesça en désignant le sifflet vert couvert d'écailles qui était suspendu à son cou. Les deux amis sortirent et enfourchèrent la moto en se moquant discrètement de la voix nasonnante de Prunas. Tout en gloussant, elles atteignirent rapidement la côte. Sur le trajet, la brume se dissipa et l'air se radoucit autour d'elles. Elles posèrent pied à terre en haut de falaises battues par les vents, couvertes d'un tapis herbeux, quelques mètres au-dessus des vagues qui s'écrasaient contre la roche. Leurs capes claquaient dans le vent et leurs cheveux venaient leur chatouiller les narines. Parfait, déclara Daisy par-dessus le vagissement du vent. Je suis venue plusieurs fois ici. Il n'y a jamais personne. Elle sortit son sifflet violet du col de sa robe et le tritura avec impatience. On y va? On ne risque pas d'être vu? S'inquiéta Narcissa en regardant autour d'elle. Mais non, les rocheux irlandais volent toujours au ras des falaises. Dans le pire des cas, les molducs qui sont près d'ici entendront une sorte de grondement, pas plus. Bon, très bien. Dans ce cas, allons-y. Tout en frissonnant d'excitation, Daisy et Narcissa soufflèrent dans leurs sifflets et leur bruit strident et familier leur vrilla les tympans. Au lieu de s'arrêter lorsqu'elles cessèrent de souffler, le bruit se fit plus strident encore, et elles durent se boucher les oreilles pour ne pas endommager leur audition. Il faudra qu'on arrange ça, dit Daisy. C'est insupportable. Mais heureusement, au bout d'une minute à peine, les deux bruits énormes se firent entendre dans le lointain, et les sifflets cessèrent d'émettre ce son odieux. Aussitôt, Daisy et Narcissa se prirent la main avec un regard enfantin et gloussèrent avec impatience. « J'ai hâte !» s'exclama Daisy. Les grondements s'amplifiaient, de plus en plus impressionnants. Ils se rapprochaient et semblaient maintenant provenir de la falaise en dessous d'elle. Ils doivent être tout près. Ah! De surprise, Narcissa s'agrippa au bras de Daisy. Deux gigantesques créatures couvertes d'écailles venaient de surgir de la falaise. Balor! Ramia! Deux formes ailées se détachèrent dans le ciel et projetèrent leur ombre immense sur le sol. Pendant quelques instants, elles tournoyèrent autour de Daisy et Narcissa en poussant des rugissements de joie. Tout en ralentissant son atterrissage à l'aide de ses deux immenses ailes, Ramia se posa en premier à côté de Daisy et s'ébroua vigoureusement, faisant étinceler ses écailles violettes dans la lumière de l'après-midi. Balor, lui, vola au ras du sol sur quelques centaines de mètres, tout en labourant la terre avec sa queue hérissée de pics rocheux, puis il revint vers Narcissa et se posa à côté d'elle en ronronnant, visiblement ravi de retrouver sa maîtresse. « Tu es magnifique !» murmura Narcissa. Les deux dragons avaient encore légèrement grandi. Deux paires d'énormes cornes pointues avaient commencé à pousser de part et d'autre de leur tête. Narcissa retrouva avec bonheur le regard vert et malicieux de Balor, ses mouvements souples et majestueux, sa peau sombre et brillante qui semblait faite de roche, ses pattes puissantes qui faisaient trembler la terre lorsqu'il se déplaçait. Il lui donna un vigoureux coup de langue râpeuse qui déchira sa robe, puis abaissa vers elle sa tête cornue afin d'être caressé. Le souffle brûlant du dragon lui ébouriffa les cheveux, et aussitôt qu'elle eut plongé son regard dans les yeux mouvants et espiègles de son compagnon, Narcissa se sentit enveloppée par l'enthousiasme et l'affection fidèle qu'il lui portait. Du plat de la main, elle caressa avec bonheur ses écailles aux reflets verts qui diffusaient une douce chaleur et se hissa sur la pointe des pieds pour toucher la bosse pierreuse qui luisait paisiblement au milieu de son front.
Alors qu'elle l'effleurait du bout des doigts, Narcissa retrouva cette impression délicieuse qu'elle avait eue au cours de leur première rencontre, le jour de son mariage. Celle que tous ses sentiments, même les plus intimes et les plus contradictoires, étaient parfaitement entendus et compris, sans être jugés d'aucune façon. Son cœur s'allégea comme par magie. Elle raffermit sa prise sur la bosse, prit une profonde inspiration et ferma les yeux pour savourer ce sentiment de plénitude. Ses tracas ayant cessé de parasiter ses pensées, elle put se concentrer à son tour sur ce que le dragon éprouvait en cet instant. À travers le simple contact de sa paume sur son front, toutes les perceptions de l'énorme créature parvenaient à Narcissa avec une intensité et une précision renversantes. Le bonheur et l'excitation qui faisaient frétiller sa queue, mais aussi l'énorme cœur qui pulsait des battements lents et profonds dans sa poitrine, les griffes qui trépignaient d'impatience sur la roche, ou encore les écailles qui frémissaient sur ses muscles bouillonnants. Quelques instants plus tard, Narcissa se sentait aussi euphorique que son compagnon ailé, et ses mésaventures récentes lui semblaient parfaitement secondaires. Ravie, elle éclata de rire, et son dragon lui donna un nouveau coup de langue encore plus vigoureux. « Allez, Sissi, en selle !» dit la voix de Daisy plusieurs mètres au-dessus d'elle. Tout à sa joie de retrouver son compagnon ailé, Narcissa en avait presque oublié la présence de son amie. Celle-ci avait déjà enfourché Ramia, et du haut de son encolure hérissée de pics rocheux, elle regardait Narcissa avec défi. Balor poussa un rugissement excité et inclina le cou pour faciliter l'ascension de Narcissa. Elle se délesta donc de sa cape, grimpa prudemment sur l'aile de Balor, puis effectua avec agilité le reste de l'ascension et enfourcha le dos du dragon. Ses jambes se calèrent parfaitement dans les plateformes écaillées qui se trouvaient sur l'encolure, et elle s'agrippa aux 2 pics rocheux qui se trouvaient devant elle. « Et voilà » murmura-t-elle. Elle se trouvait déjà à 3 bons mètres du sol et eut un petit sursaut quand Balor se redressa complètement. « Oh, doucement, doucement !» Devant eux, Daisy encourageait Ramia à s'envoler. La dragonne violette ne se le fit pas dire 2 fois. Avec lourdeur, elle fit quelques pas vers le bord de la falaise et se jeta dans le vide. Narcissa entendit Daisy crier de surprise, puis éclater de rire dans le tumulte des vagues. « Oh là là !» murmura Narcissa soudain apeurée. Elle sentit une vague de chaleur se diffuser au niveau de ses mains et comprit que Balor essayait de la rassurer. « On y va tranquillement cette fois-ci, d'accord ?» murmura-t-elle. Balor se retourna pour lui lancer un regard espiègle et compréhensif. Il remua gentiment pour éprouver la stabilité de sa cavalière, puis attendit qu'elle lui donne le signal du départ. « Allez, c'est parti !» dit Narcissa en caressant la peau écaillée qui se trouvait devant elle. Avec précaution, il déploya ses ailes immenses, fit quelques pas sur le sol herbeux et donna une impulsion pour décoller. Narcissa se cramponna de toutes ses forces et sentit le corps de Balor s'affranchir de la gravité, lui donnant une impression grisante de puissance et de légèreté. Balor vola au-dessus du sol pendant quelques secondes, puis vira souplement de côté pour survoler la mer. Là, ils aperçurent Daisy et Ramia qui volaient en tournoyant juste au-dessus des vagues, soulevant des gerbes d'écume lorsque la queue de Ramia heurtait l'une d'entre elles. Daisy riait aux éclats et leur faisait de grands signes, radieuse. « Si, venez par ici !» Balor se stabilisa au-dessus d'eux et poussa un rugissement ravi, aussitôt imité par Ramia. Sous Narcissa, le vent puissant s'engouffrait dans les ailes du dragon et le maintenait parfaitement stable. Elle avait de nouveau l'impression que ces immenses ailes et cette infaillible stabilité lui appartenaient pleinement, et bientôt,
il ne resta plus rien de son appréhension initiale. Au-dessus d'elle, le soleil filtrait à travers une étendue infinie de nuages, et en dessous, la mer scintillait à perte de vue, immense, mouvante et bleue. Pendant un long moment, Narcissa se contenta de planer tranquillement au-dessus des falaises, décrivant de larges cercles pour admirer la vue, confortablement accoudée à l'encolure de Balor et bercée par le roulis de ses battements d'ailes. Ses cheveux blonds étaient fouettés par le vent, et elle repensait à la chaumière aux coquillages, à sa mère et à ses sœurs, envahie par une douce nostalgie. En dessous d'elle, le corps massif du dragon diffusait une aura inexplicable qui la réchauffait et enveloppait ses peines d'un fluide réconfortant. Daisy, quant à elle, encourageait sa dragonne à faire des acrobaties spectaculaires. Toutes les deux montaient vers le ciel à la verticale, survolaient Narcissa et Balor, puis se laissaient tomber en piqué, vrillaient au ras des falaises et se redressaient en surfant entre les vagues avec agilité. Lorsque le soir commença à tomber, les deux amis se décidèrent à regagner la falaise, où la moto rose de Daisy les attendait sagement. Narcissa mit pied à terre et rejoignit Daisy, qui haletait et ruisselait d'eau salée après avoir fait plusieurs pirouettes au ras des vagues avec Ramia. « Je suis trempée, rit-elle. Vite, ma baguette. » Elle passa sa baguette le long de ses vêtements et de ses cheveux, et fut entièrement sèche en un instant. Ramia, elle, décida de s'ébrouer au-dessus d'elle et les arrosa à nouveau d'une pluie d'embrun. Après avoir fait leurs adieux à leur monture et leur avoir promis qu'elle reviendrait vite, Narcissa et Daisy se renvolèrent sur la moto des Goyle pour arriver avant la nuit tombée. À leur retour, Narcissa était tout à fait revigorée. Elle insista donc pour entraîner Daisy faire une longue balade dans son merveilleux jardin, éclairé par de jolies bulles de lumière qui lévitaient dans les airs. Une bruine légère tombait sur le Wiltshire, mais grâce au parafeuille qui flottait docilement au-dessus de leur tête, les deux amis n'en furent pas incommodés. Tout en lui faisant goûter les savorines et les flavires argentés, Narcissa eut tout le loisir de raconter à Daisy à quel point Lucius était un mari formidable et comme la vie était douce dans sa nouvelle demeure. Elle omit délibérément de lui parler de ses longues soirées de solitude, de leur visite au pensionnat Wimbley et du vague malaise qui grandissait en elle depuis des mois. « Tu as de la chance de vivre ici, » dit doucement Daisy en faisant briller un flavire argenté couvert de gouttelettes d'eau dans la lumière des lanternes flottantes. Partout ailleurs, la situation se détériore terriblement. Daisy lui donna alors des nouvelles du monde extérieur. Contrairement à ce que le ministère essayait de faire croire aux sorciers pour les empêcher de céder à la panique, Voldemort et ses sbires étaient loin de s'affaiblir. Ces derniers s'étaient même donné un nom, les Mange-Morts. Leurs agressions ne se limitaient plus aux quartiers moldus malfamés, mais visaient désormais des lieux fréquentés. Ainsi, dans le mois précédent, 3 restaurants et un lieu moldu rempli de provisions, appelé supermarché, avaient été attaqués. De nombreux commerces moldus ou sorciers avaient donc fermé provisoirement leurs portes, ce qui rendait l'atmosphère encore plus pesante. Mais parmi tous ces faits sordides, l'affaire qui défrayait actuellement la chronique était le meurtre récent de Cassandre Shelby, capitaine de la brigade de la police magique. D'autres sorciers, principalement des Némoldus ou leurs familles, avaient déjà été tués auparavant. Mais ceux-ci se promenaient dans la rue ou dans un endroit public. À l'inverse, Cassandre Shelby avait été retrouvée morte chez elle, dans sa demeure pourtant entourée des sortilèges de protection les plus puissants parmi ceux qui existaient et qui étaient, jusqu'ici, un moyen rassurant de se protéger de la menace ambiante. Une enquête était en cours, mais personne ne parvenait à donner une réponse satisfaisante aux journalistes de la Gazette du Sorcier qui harcelaient
le ministère pour savoir comment des mange-morts avaient pu s'introduire dans le domicile si bien gardé de Cassandre Shelby. La panique de la population était donc de plus en plus difficilement maîtrisable. Eugenia Jenkins, la ministre, était d'ailleurs vivement critiquée par Barthélemy Croupton, le directeur du département de la justice magique, pour la faiblesse des mesures entreprises. Mais sur la colline d'Émeraude, l'interrompit Narcissa, vous n'êtes pas embêté par toutes ces histoires de mange-morts, si? Ils en veulent aux Moldus et à leurs défenseurs. Ils ne s'attaqueront sûrement pas à nous. Non, pas encore de mange-morts sur la colline d'Émeraude, soupira Daisy. Mais cela ne saurait tarder. Je vois Evan Rosier et Damian Nutt se parler sans cesse à voix basse. Et cela n'augure rien de bon. Daisy en profita pour parler de sa propre maison, qui ne lui offrait pas le répit recherché depuis que l'odieuse Carla avait emménagé chez eux. Carla a changé, soupira Daisy alors qu'elle revenait lentement vers le manoir en traversant la serre des plantes tropicales. Elle exerce une mauvaise influence sur mon frère. Elle le harcèle pour qu'il rejoigne les mange-morts, et surtout, elle voudrait nous chasser de la maison, mes parents et moi, pour être la seule maîtresse des lieux et pouvoir vendre tous nos animaux à des trafiquants. Maman et papa l'en empêchent. Mais pour combien de temps? Quand Daisy eut terminé son compte-rendu effarant, Narcissa passa un long moment à la réconforter et à lui assurer qu'elle serait toujours la bienvenue au manoir des Malfoy dès qu'elle en éprouverait le besoin. Et tout en disant cela, la main sur l'épaule de Daisy, Narcissa se félicita intérieurement de s'être exilée dans son grand manoir et de s'être ainsi abritée des tourments du monde extérieur, sans se douter, bien évidemment, que ceux-ci n'avaient jamais été aussi proches de venir frapper à sa porte. Lorsqu'elles rentrèrent au manoir, elles demandèrent à Lydélise de leur apporter 2 thés brûlants et allèrent s'installer au salon près de la cheminée au somptueux manteau de marbre dans laquelle un grand feu brûlait sans discontinuer. À peine s'était-elle confortablement installée dans le canapé de cuir que Prunas se présenta à elle. Il tenait un plateau d'argent à la main sur lequel se trouvait une enveloppe rouge de la même couleur que la couverture du précieux livre de contes d'Abraxas Malfoy. « De la part du maître », dit Prunas d'une voix mauvaise en décochant un regard noir à Daisy. Narcissa saisit l'enveloppe, fit un petit signe à Prunas pour lui demander de déguerpir, et celui-ci obtempéra en maugréant. En ouvrant l'enveloppe, Narcissa découvrit un mot particulièrement aimable, écrit par la plume acérée d'Abraxas Malfoy.